Mes chers collègues, je vous propose que nous débutions cette table ronde ouverte à la presse sur la proposition de loi modifiée par le Sénat relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif. Mes chers collègues, nous sommes saisis en deuxième lecture de cette proposition de loi et la commission des lois va l'examiner dans la foulée. Comme vous le savez, ce texte trouve son origine dans les travaux que nos collègues Bruno Leroux et Claude Baudin, que je salue, ont réalisés voici près de 2 ans dans le cadre d'une mission d'information sur les violences par arme à feu et sur l'état de la législation. À l'issue des travaux de cette mission, nous avions déposé une proposition de loi que notre Assemblée, en janvier 2011, puis le Sénat, en décembre dernier, ont tour à tour modifié et adopté à l'unanimité. Il s'agit donc aujourd'hui de parachever l'important travail complémentaire que les deux assemblées ont accompli en première lecture. Notre travail est fondé sur 2 objectifs et sur une méthode. Pour les rappeler brièvement, le premier objectif, c'est bien de simplifier la vie de ceux de nos concitoyens, qu'ils soient chasseurs, qu'ils soient pratiquants du tir sportif, du ball-trap, collectionneurs, ceux de nos concitoyens qui ont acquis, qui détiennent des armes, conformément aux lois et aux règlements. L'idée, c'est que cette possession d'armes soit simplifiée et qu'elle soit autant que peu source d'un minimum de formalités et de contraintes inutiles. Il s'agit de limiter les tracasseries administratives, il s'agit d'établir des règles claires, il s'agit de plus de remettre aux normes du jour des textes qui, pour certains nombres, sont anciens, datent de 1939 et correspondent à une logique complètement différente à celle qui, aujourd'hui, anime le législateur. Faciliter la vie des détenteurs d'armes légaux, premier objectif. Second objectif, c'est de garantir la sécurité de tous en permettant au pouvoir public de lutter contre les délinquants qui font trafic ou usent d'armes pour leurs méfaits. Je ne vais pas, hélas, la liste des faits divers qui ont rapport avec cette matière s'est encore allongée ces dernières semaines. Nous avons travaillé, et je crois que les deux assemblées sont arrivées sur ces sujets à des points d'équilibre qui sont intéressants. J'en viens à la méthode. Depuis le début, d'abord la mission d'information qu'a consacrée l'Assemblée nationale, puis le travail de notre rapporteur, ici Claude Baudin, puis le travail du Sénat, a consisté à entendre toutes les personnes concernées, c'est-à-dire vous notamment, mesdames et messieurs, représentants d'organisations qui, à ce titre, représentent ceux de nos concitoyens qui détiennent légalement des armes. Nous avons voulu, depuis le début, vous associer, vous entendre pour essayer d'aboutir au meilleur texte. Nous avons voulu aujourd'hui provoquer cette table ronde parce que nous sommes nous allons achever les cadrages et nous souhaitons que, sur cette étape ultime, les uns et les autres puissent s'exprimer. Nous ne sommes pas au stade d'un grand débat sur des grands principes théoriques. Nous sommes maintenant, l'ouvrage est sur le métier et notre objectif, c'est de bien avoir vu l'ensemble des points, fussent-ils des points de détail, qui pourraient poser encore problème, pour arriver au meilleur point d'équilibre pour que les adhérents de chacune de vos organisations puissent exercer leurs activités dans les conditions les plus simples possibles. Je suis donc très heureux, au nom de l'ensemble de mes collègues de la commission des lois, d'accueillir aujourd'hui des représentants, des chasseurs, des tireurs sportifs et des associations d'amateurs d'armes. Nous avons le plaisir d'accueillir l'Association nationale de défense des tireurs amateurs d'armes et collectionneurs, représentée par M. Éric Bondou, son président, la Chambre syndicale des armuriers détaillants d'armes et munitions, représentée par M. Guy Goletti, son président, la Chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions et équipements accessoires pour la chasse et le tir sportif, représentée par M. Dominique Villot, son président, le comité Guillaume Tell, représenté par M. Thierry Coste, son secrétaire général, la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques, représentée par M. Robert Pierrefiche, son président, et Maître Stéphane Néran, avocat et membre de la Fédération. La Fédération française de tir, représentée par son président, M. Philippe Crochard, la Fédération nationale des chasseurs, représentée par Mme Françoise Péchadour, directrice adjointe, l'Union française des amateurs d'armes, représentée par M. Jean-Jacques Buigne, président, et Maître Jean-Paul Lemoigne, avocat, et l'Union nationale des propriétaires d'armes de chasse, représentée par M. Vianney Houette, son président, et M. Gilles Profil, son secrétaire. Avant de vous donner aux uns aux autres un temps de parole, où je vous demanderai de rassembler et de synthétiser les remarques concrètes que vous pouvez avoir à faire, je vais peut-être céder la parole à notre rapporteur pour dire quelques mots, en rendant un nouveau hommage pour la qualité et l'importance du travail qu'il a accompli durant tout ce long travail parlementaire. Merci, Président.
Je suis tout à fait satisfait de cette rencontre aujourd'hui qui va nous permettre de voir peut-être les derniers points qui restent à ajuster pour que cette loi qui sera présentée en commission la semaine prochaine et au scrutin public en fin de mois corresponde exactement à ce que nous souhaitions et qui correspond à son titre, un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif. Je crois qu'un certain nombre de points ont été, en première lecture, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ont été balayés. Un certain nombre de points ont été amendés, qui fait qu'aujourd'hui, ce texte paraît être tout à fait responsable et correspond à ce que nous souhaitions. Néanmoins, je sais, parce que je vous ai rencontré, je vous ai auditionné à plusieurs reprises, qu'il reste encore quelques points à améliorer, et c'est pour ces raisons que nous sommes là aujourd'hui, pour écouter vos souhaits et bien évidemment les enregistrer et éventuellement répondre ce que nous pouvons dire aujourd'hui de l'avancement des travaux qui sont faits sur ce texte. La seule limite de l'exercice, c'est que le gouvernement n'est pas présent ou présenté. Donc s'il y a des remarques sur d'éventuels textes réglementaires, nous ne pourrons que les enregistrer et les répercuter auprès du gouvernement lors de la suite du débat parlementaire. Donc aujourd'hui, le cœur du métier, c'est la partie législative, puisque c'est elle qui va être gravée dans le marbre dans les prochaines semaines. Donc je vous propose que nous débutions cette table ronde. J'aperçois la main du secrétaire général du comité Guillaume Tell qui se lève, donc je lui donne la parole pour commencer. Et puis ensuite, les uns et les autres, si vous voulez bien prendre la parole successivement. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Cher Jean-Luc, c'est parce qu'on va respecter la démarche collective. Donc, je parle au nom des membres du comité Guillaume Tell qui, après, dans la discussion, pourront s'exprimer. Je pense qu'on peut aller assez vite sur les sujets. On s'est déjà tous rencontrés, on a déjà longuement dialogué. On a vu qu'un certain nombre de choses qui avaient pu nous déplaire, des choses nous avaient plu le 25, mais un certain nombre de choses nous avaient déplu. Aujourd'hui, avec l'avancée du Sénat, on a effectivement un toilettage qui commence à ressembler à un texte qui répond à nos objectifs. Donc on a plusieurs points. Et moi, je vais aller directement sur les points essentiels. Et comme ça, on pourra éventuellement en débattre parce qu'après, nos autres partenaires pourront s'exprimer. C'est que sur l'article 1, il est clair que nous souhaitons le vote conforme à celui du Sénat. Or, nous savons pertinemment que le ministère de la Défense n'a toujours pas baissé la garde sur une réécriture de l'article 1. Je vous le rappelle, nous serions absolument fâchés si une autre écriture... Vos informations sont de qualité. Merci, je vous remercie, Monsieur le Président. Ça, c'est un point qui est essentiel, je crois qu'il concerne tout le monde, et on ne va quand même pas recommencer les erreurs qui ont été commises au début de l'année dernière. Ça, c'est le premier point. Sur les autres articles, on va passer très vite. Sur l'article 2, du point de vue du comité Guillaume Tell, et sauf erreur de notre part, donc il n'y a pas de problème particulier, nous sommes pour le conforme. Sur l'article 3, il y a un point qui effectivement nous fâche, nous en avons parlé, donc je vais être très bref, c'est celui qui nécessite de lever les ambiguïtés concernant la détention et le transport des armes des catégories C et D. Les engagements avaient été pris au Sénat, hélas, c'est l'intérêt d'avoir plusieurs lectures. Le texte qui a été voté n'est pas du tout conforme aux engagements qui ont été pris au Sénat, donc c'est un peu embêtant, et je crois que là-dessus, nous étions plutôt en phase avec Monsieur le rapporteur sur ce sujet. Parfaitement. Merci. Nous aurons donc à discuter, à regarder la place de la virgule et des mots sur ce que vous pouvez proposer. Sur l'article 5, suite aux discussions que nous avions eues ensemble, il a été levé une ambiguïté concernant la référence aux fédérations départementales des chasseurs qui pourrait être aussi un des organismes qui fournit le document qui permet la déclaration d'armes entre particuliers, mais c'est du réglementaire, donc je crois qu'on s'est entendu, c'est clair. Sur l'article 8, sur les collectionneurs, la rédaction nous convient et nous savons que le gouvernement n'a plus d'envie de faire disparaître ce texte, cet article, donc c'est tant mieux. Je pense qu'il y aura sans doute des demandes complémentaires de la part de nos amis, notamment en ce qui concerne les problèmes d'indemnisation. Qui ont été généralement oubliés, mais dans beaucoup de lois, et pas seulement celles sur les armes. On oublie d'indemniser quand on modifie les choses. Et voilà. Sur le texte qui a été modifié au Sénat nous convient parce qu'on sait parfaitement qu'il y aura
peut-être une difficulté d'application si on avait une fédération unique des collectionneurs. À partir du moment où le texte du Sénat permet d'avoir plusieurs organismes agréés si nécessaire, ça nous convient, nous, parfaitement, même si on est conscient des difficultés qu'il peut y avoir. On trouve que c'est une avancée. Sur les volets, sur les articles 9 à 31, vous voyez qu'on va aller très vite, sur le volet pénal, je crois que nous avons suffisamment travaillé ensemble et suffisamment travaillé avec la chancellerie et le ministère de l'Intérieur pour aboutir à un texte qui nous convient. Il est certes extrêmement dur, il est extrêmement ferme, mais je pense qu'on ne pratique pas trop la double peine. Ce qui était quand même notre crainte première, puisque ce serait en contradiction avec ce que vous avez dit, Monsieur le Président, avant, qui était de simplifier la vie et de s'acharner sur les délinquants. Donc ça, c'est un élément important. Sur l'article 32, nous avons là aussi, comme sur l'article 3, une modification. Je vous rappelle que ces deux modifications sont très significatives, parce que si on voulait fâcher le monde de la chasse, on aurait écrit l'article 3 tel qu'il a été voté au Sénat et l'article 32 tel qu'il est voté au Sénat aussi. C'est celui qui concerne le transport des armes avec le permis. Je ne parle pas de validation du permis, la validation étant une taxe. Et donc, il y a nécessité de lever l'ambiguïté. Je crois que sur ce point aussi, Monsieur le rapporteur était en phase avec nous et le gouvernement aussi. Oui, j'ai cru comprendre que nous aurons un amendement du ministère de l'Intérieur sur cet article, et qui va dans votre sens. Voilà. Nous avons donc compris la même chose, peut-être que ça venait de la même source. Donc, ensuite, sur les articles les 32 bis, 33 et 34, la rédaction nous convient pour le conforme. Et sur l'article 35, nous en avons parlé, nous souhaitons un amendement concernant la vente à distance des armes de catégorie B, qui est celle qui fait l'objet de la sécurisation maximum, et qui donc ne pose pas de problème. Or, c'est elle qui a été oubliée dans ce texte, donc c'est plus un amendement de correction. Voilà, globalement, pour ne pas occuper trop de temps, la synthèse que nous pouvons faire, mais je passe la parole maintenant à Philippe Crochard. À propos de l'article 35A, où il est prévu un délai de 18 mois pour la mise en application, ce qui nous semble extrêmement long et qu'on souhaiterait voir réduire à 12 mois au minimum, sinon 6. Alors, effectivement, c'est un point que nous avions soulevé à l'occasion des auditions, et c'est un point sur lequel j'avais indiqué qu'en tant que rapporteur, j'étais favorable à revenir à 12 mois. Nous sommes favorables à 12 mois, nous l'avons exprimé au gouvernement aussi. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Non ? Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Merci. Moi, je reviendrai sur l'article 1, qui est la base de la réforme. Pour une fois qu'on a, en France, le courage de remettre à plat une réglementation, qu'on est conforme à la réglementation européenne, qui a un consensus de l'administration, des politiques de droite comme de gauche, des utilisateurs, une modification de l'article 1 tel qu'il a été voté au Sénat entraînerait la remise de la réforme complète. En effet, on ne peut admettre qu'il y ait de nouveau une notion de calibre et qu'il y ait des armes de catégorie A qui sont interdites en Europe aux particuliers, qu'on soit, nous, encore une fois, le seul pays à donner des armes en catégorie A. Et pour les tireurs sportifs, pour les chasseurs, quand ils se déplaceront, on ne pourra pas concevoir que sur leur carnet européen d'armes à feu, ils aient des armes de catégorie A, alors que ce sont des armes qui sont interdites dans tous les pays d'Europe. Donc il faut bien maintenir la rédaction qui a été faite au Sénat. Je sais qu'il y a une petite partie de l'administration qui veut toujours revenir là-dessus. Il faut bien maintenir cette rédaction, et une modification de cette rédaction entraînerait une réécriture de pratiquement toute la loi, parce qu'on revient à ce moment-là à modifier et à réintroduire des armes de catégorie A dans tous les paragraphes de la loi. Donc l'article 1er est primordial, et je crois qu'on est en accord avec vous, puisque vous l'avez rappelé, c'était la base de la simplification, cette absence de notion de calibre, sauf pour satisfaire le ministère de la Défense, une petite liste qui pourrait pleinement les satisfaire. Et tous les pays d'Europe font la même chose, donc je ne vois pas pourquoi
ne ferai pas la même chose. Merci beaucoup. Alors je partage la même analyse que vous, à savoir qu'en fait le Sénat a réintroduit dans le texte l'article 1 que nous avions, nous, mis dans la PPL à son origine et qui avait été adopté par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Donc je suis moi aussi extrêmement favorable à ce que l'on ne touche pas à l'article 1. Je l'ai redit récemment, même très récemment, aux représentants du ministère de l'Intérieur que j'ai rencontrés, qui sont plutôt, de ce que j'ai compris, en accord avec nous. Reste à convaincre maintenant la défense. Sur ce point, il est clair qu'à l'occasion des débats au Sénat, le ministre est passé du refus à la sagesse de façon assez claire sur la rédaction. C'est vrai que la très bonne rédaction, c'est celle que vous avez votée en commission des lois, qui, je vous l'accorde, est plus simple que celle du Sénat. Ce que vous avez voté au mois de novembre était beaucoup plus simple. C'est déjà à la demande du ministère de la Défense qu'on a introduit deux catégories, une sous-catégorie, deux catégories dans le A. Et je pense que ça ne pose pas de problème particulier. Mais il ne faut pas aller plus loin. Et ça, je crois, bon, les arbitrages auront lieu vendredi, mais je pense que d'ici là, il faut que le ministre ait conscience de l'impact que ça pourrait avoir. Merci. Mme Péchadou, vous souhaitez intervenir? Monsieur le rapporteur, je vous remercie. La Fédération nationale des chasseurs se félicite du climat extrêmement constructif dans lequel ce texte a été élaboré, en commençant par la mission d'information, puis les différentes auditions qui se sont déroulées. Et je dirais que c'est un vrai texte de co-construction qui va remplir son objectif de simplification, ce qui en facilite aussi la pédagogie sur le terrain. Moyennant, comme l'a rappelé bien évidemment le comité Guillaume Tell au travers de son représentant, secrétaire général Thierry Coste, que nous opérions les deux petites retouches de forme concernant l'alinéa 42 de l'article 3 et l'alinéa 11 de l'article 32 pour ne pas viser la nécessité pour les chasseurs de s'acquitter chaque année d'une taxe. C'est certainement vertueux, mais dans période c'est extrêmement onéreux et je crois que ce serait extrêmement mal compris et reçu par l'ensemble de nos chasseurs, d'autant plus que dans l'esprit, nous avons tous convergé pour dire que le permis de chasser, l'encadrement par les fédérations, le travail qui est fait sur le terrain avec les forces de police et de gendarmerie et la maturité des secteurs font qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, il y a toutes garanties qui sont apportées quasiment au quotidien dans le fait de pouvoir utiliser l'arme en pleine responsabilité et conscience de cette dernière. Donc, je voulais vous remercier à ce stade et vous dire que nous serons très attentifs à ces deux points qui sont presque un détail que l'on confie à votre sagesse. Et pour le reste, l'ensemble du texte a été, à nos yeux, extrêmement bien construit. Donc, nous aurons auprès désormais de nos fédérations et de nos chasseurs une œuvre de pédagogie que nous déploierons en disant que c'est un texte de grande sérénité. Merci madame. Monsieur Dominique Pilot, vous souhaitez intervenir? Oui, enfin, je crois que beaucoup tout a été dit ou presque. Je crois qu'il faut surtout dire que une éventuelle réécriture de l'article 1 n'apporterait strictement rien au niveau de la sécurité publique. Et que je ne vois pas pourquoi. On ne voit pas même pour nous l'objectif d'une telle modification qui rendrait effectivement, qui dénaturerait totalement tout l'esprit de cette nouvelle loi, qui est la simplification et de l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire que ce soit les magistrats, la police ou les utilisateurs. Si on a fait cette loi et si on a ressenti le besoin de faire une nouvelle loi qui simplifie, c'est pour simplifier effectivement sa compréhension. Et à partir du moment où on recomplique tout avec des restrictions qui n'ont aucun intérêt, je dirais, logique, une telle modification est totalement absurde. Voilà. Merci. Monsieur Robert Pierrefiche, Monsieur le Président, vous voulez vous exprimer? Bonjour, d'abord, merci de nous recevoir. Je dirais simplement qu'on a déjà été entendu la dernière fois lors de l'audition. Il y a quelques points techniques à améliorer en droit pour les collectionneurs de matériel. Comme c'est un petit peu compliqué, je préfère passer la parole à notre spécialiste, s'il veut bien la prendre.
Et si vous me le permettez. Il a la parole. Monsieur le Président. Oui, en fait, on a environ 9 points sur lesquels on a des petits achoppements qui concernent principalement les matériels, hein, puisque la FPVA représente les collectionneurs de matériel, c'est-à-dire avions, hélicoptères, véhicules terrestres, navires, moyens de transmission, radio, etc., ainsi que les armes anciennes. D'abord, un regret. Le fait que nulle part dans le texte de cette proposition de loi, il ne soit mentionné que les catégories A, B, C, D, que ce classement dans ces catégories se ferait conformément à celui établi par la directive. On aurait aimé quand même que quelque part apparaisse cette mention, qu'il y ait un classement effectivement en A, B, C, D, mais que ce classement soit défini par la directive. Il y a quand même un certain nombre de craintes, si vous voulez, de notre part, que l'administration, après le texte de loi, dans les décrets d'application, puisse modifier le classement et introduise un classement qui soit différent de celui qui est prévu par la directive. Et c'est vrai que cette mention aurait été intéressante. La deuxième chose, on aurait aussi souhaité que... Si je peux me permettre là-dessus, je peux quand même vous rassurer. L'administration ne peut pas prendre un décret qui soit contre les dispositions d'une loi et contre les dispositions d'une directive. Donc là-dessus, soyez entièrement rassurés. Déjà, la directive s'impose, mais en plus, les principes posés par la loi, le pouvoir réglementaire sera obligé de respecter les deux. Oui, j'entends bien. Simplement, dans la loi, il est prévu A, B, C, D. Dans la directive, on complète la notion d'ABCD par un certain nombre de définitions. Ces définitions ne sont pas reprises dans la loi et il n'est pas fait mention que ces définitions s'imposent au décret d'application. Alors je sais bien que normalement, ça va de soi. Ça va de soi normalement. Mais on a eu des cas par le passé où ce n'était pas tout à fait comme ça. Donc c'est simplement cette petite précision que nous vous apportons et qui nous semble intéressante. Monsieur le rapporteur, d'un mot ? Oui, je voulais simplement rappeler que le classement qui est proposé, je dis bien proposé par la directive, est facultatif. Oui, voilà. D'où l'intérêt, si vous voulez, qu'il y ait une mention comme quoi c'est bien le classement de la directive qui doit être pris par l'administration et pas un autre. Et effectivement, il y a un arrêt, je crois, c'est l'arrêt Taser, qui dit bien que le Conseil d'État n'est nullement contraint par les définitions des conventions internationales, notamment celui de la directive. Donc il y a quand même une question qui se pose de ce point de vue-là. La deuxième remarque porte sur le fait qu'on ait regretté aussi qu'il n'y ait pas de légalisation de la commission de classement. La commission de classement, effectivement, est prévue par décret, mais cette loi aurait pu légaliser cette commission de classement en la rendant notamment paritaire et avec une possibilité de rendre des avis conformes. On a vu par le passé, malheureusement, qu'un certain nombre de décisions de cette commission de classement, du fait de sa composition et du fait aussi que les avis ne sont pas rendus conformes, posaient problème. Après, pour ce qui concerne plus particulièrement les matériels anciens, la première remarque concernant l'article 2 porte sur la date de 1946. La date de 1946, je tiens à le dire, est une date historique, purement historique, qui n'est pas une date technique ni une date juridique. La date juridique, c'est celle de 1950. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il existe un certain nombre de textes européens et d'arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne, qui précisent bien que les véhicules antérieurs à 1950 sont des objets de collection. Et il est vrai que d'un point de vue technique, l'évolution technologique de ces véhicules s'est faite à partir des années 50. Pourquoi ? Sur la période 46-1950, 1er janvier 1950, il n'y a grosso modo que quelques prototypes qui sont produits aussi bien aux États-Unis qu'en France que partout ailleurs. C'est à partir de la guerre de Corée de juillet 1950 qu'une production de guerre recommence. D'ailleurs, j'en veux pour exemple la MX-13 ou le BR-75, qui sont des véhicules qui ont été fabriqués uniquement à partir des années 1951 pour l'armée française,
Vous prenez les armements américains comme le Patton, comme un certain nombre, le M48, le M60, etc. C'est des véhicules qui interviennent, ou sur des véhicules plus classiques tels le Reo ou la Jeep M38, etc. Ce sont des véhicules qui apparaissent dans les années 50, au début des années 50, avec le début de la guerre de Corée qui est de juillet 1950. Entre 1945 et 1950, il n'y a aucune évolution véritablement importante. Ce sont essentiellement des prototypes. Ces prototypes fabriqués à peu d'exemplaires mériteraient d'être conservés. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait que la date de 1950 soit reprise, parce que c'est une date à la fois juridique et une date technique. Et contrairement à la date de 1946, qui est une date essentiellement historique. Sur l'article 3, il y a une petite chose, enfin il y a deux petites choses là, dont j'aimerais avoir quelques petites précisions, si vous voulez. La première, c'est sur au niveau des infractions qui sont reprises. Dans le décret, on parle d'une sanction, il faut que les sanctions soient supérieures à 3 mois pour que une interdiction, si vous voulez, d'autorisation soit renvoyée par l'administration. Est-ce que ce minimum de 3 mois de sanction sera maintenu ? Si vous voulez, les décrets actuels prévoient effectivement qu'en cas de refus d'autorisation, la sanction doit être au minimum de 3 mois. Il me semble que maintenir cette sanction de 3 mois serait de bon sens, puisque c'est quelque chose qui existe déjà. Sur l'article 32 aussi, l'article 32 nous pose aussi un problème. En effet, le texte actuel interdit le transport des matériels de catégorie A2. Or, dans la proposition de loi que vous nous faites, il est prévu de déclasser un certain nombre de matériel en catégorie D à partir du moment où l'antériorité du véhicule, ou l'ancienneté du véhicule serait antérieure à 1946, en espérant que ce soit 1950. Mais pour les véhicules qui seraient postérieurs à cette date et qui ne seraient pas repris dans la liste complémentaire, se pose le problème que ces véhicules seront certes collectionnables, puisqu'ils sont vieux de plus de 30 ans et leur fabrication a cessé depuis plus de 20 ans, selon les dispositions du décret 2005-1463 du 23 novembre 2005. Toutefois, dans la rédaction actuelle, ces véhicules ne pourraient plus circuler, ne pourraient plus être transportés. Or, un véhicule, par définition, est amené à circuler sur les voies publiques pour se rendre à telle ou telle manifestation, ou tout simplement aussi pour pouvoir être maintenu en état de rouler. Donc nous souhaiterions qu'une petite phrase soit rajoutée après le mot A2 qui interdit le transport, c'est que les mots non neutralisés soient ajoutés. Effectivement, les véhicules en A2, qui sont collectionnables, sont des véhicules neutralisés selon les dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006. À partir du moment où ces véhicules sont collectionnables selon la loi et le décret et qu'ils sont neutralisés, il paraît tout à fait illogique que les matériels en A2 soient impossibles, enfin ne puissent pas être transportés. Par définition, c'est leur objet d'être transporté, c'est leur objet de circuler. Il faut donc que ces matériels qui sont neutralisés, qui servent uniquement à la collection, puissent continuer à circuler. Et le fait de préciser A2 non neutralisés permettrait à la fois leur transport et leur circulation, et de sanctionner les véhicules qui seraient détenus illégalement pour ne pas être neutralisés. Nous souhaiterions aussi, au niveau de l'article 3, que soit mentionné le respect de la motivation des décisions administratives. Alors je rappelle que la loi de 79 prévoit la motivation des décisions administratives, que l'article 41 de la déclaration de l'Union européenne sur les droits fondamentaux prévoit aussi cette motivation obligatoire.
qu'un certain nombre de décisions de justice le prévoient également. Malheureusement, une décision, qui est l'arrêt Chemouni du Conseil d'État, a permis à l'administration de ne plus motiver ses décisions concernant des décisions portant sur le refus d'autorisation à d'honnêtes citoyens. Je pense qu'en démocratie, on peut tout à fait prévoir une motivation pour des citoyens dont le casier judiciaire est vierge. Je rappellerai simplement qu'il y a une différence entre un rapport de police, qui effectivement, éventuellement, pourrait ne pas être communiqué, et un simple rapport sur la personne elle-même, qui, elle, pourrait être tout à fait communiquée. La doctrine prévoit tout à fait cette distinction entre les deux. La possibilité aussi d'une indemnisation. En effet, il y a une petite distinction entre les articles 2336-4 et 2336-5, où dans un cas, on prévoit une indemnisation, et dans l'autre cas, on ne le prévoit pas. Or, il me semble qu'on saisisse d'une manière ou d'une autre, l'indemnisation doit être prévue. L'indemnisation qui est prévue dans le premier article, c'est une indemnisation, on saisit le bien, on le vend au domaine, et le produit de la vente, le produit net de la vente des domaines est donné à son légitime propriétaire. Cette disposition, l'article 2336-5, pourrait être calquée sur l'article 2336-4 afin de permettre cette indemnisation dans les deux cas. J'insiste là-dessus parce que sur une arme qui vaut 500 €, c'est peut-être pas très grave, mais quand vous prenez une forteresse volante qui vaut 2 millions d'euros, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez des véhicules qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce sont des pièces uniques qui sont très exceptionnelles. Donc une saisie administrative qui n'est pas la même chose qu'une saisie judiciaire. Une saisie judiciaire, effectivement, le juge condamne la personne pour tel ou tel acte, il n'y a pas de problème. Par contre, une saisie administrative, qui est une décision qui est prise par le préfet, qui n'est donc pas une décision de justice, doit prévoir, normalement, selon la Déclaration des droits de l'homme, la juste indemnisation de la personne. C'est l'article 17. Eh bien, nous demandons à ce que ces deux articles soient l'un comme l'autre conformes et prévoient une indemnisation. Merci. Je crois que Monsieur le Président Bouigne, vous souhaitez vous exprimer? Si vous le permettez, Jean-Jacques, je souhaiterais terminer avec le comité Guillaume Tell. Comme ça, après, vous aurez toute la... Je me permets d'intervenir parce que, si vous le permettez également... ici... Vous êtes Monsieur Bondou, le président de l'ANTAC, donc je fais partie du comité Guillaume Tell. Alors, Monsieur le Président, avec l'autorisation du président Bouigne. Avec Jean-Jacques, si... Voilà, je serai assez bref. Après, on aura fini avec donc, le collectif Guillaume Tell, en quelque sorte. Je serai bref, promis. C'est une promesse que vous entendez certainement souvent, mais je vais essayer de la tenir. Voilà, nous représentons les usagers amateurs d'armes et nous sommes dans l'ensemble très satisfaits de la concertation qui a eu lieu avec les parlementaires, avec le gouvernement, avec l'administration. Et merci. Et nous sommes satisfaits globalement avec les textes à peu de points près. Nous sommes particulièrement satisfaits. Pourquoi? Parce que cette nouvelle réforme est un peu une concrétisation des thèses qui ont été défendues par l'ANTAC depuis une trentaine d'années. L'ANTAC ayant été créé même bien avant, en 1967. Que disent les fondements et que disent les préliminaires, les prologues, le mot m'échappe, les argumentaires de la loi et de la loi de réforme donc sur les armes? Ils disent que la loi est trop complexe pour être bien comprise et appliquée aussi bien par les usagers que par ceux qui sont chargés de l'appliquer. C'est ce que nous avons toujours dit. Que le classement par calibre de guerre n'est pas pertinent et qu'il est inconnu dans le reste de l'Europe, c'est ce que nous avons toujours dit. Qu'il fallait un statut du collectionneur, comme il en existait dans la plupart des autres pays d'Europe. Il fallait un statut du collectionneur, car il était anormal qu'en France, on n'ait pas
ce moyen de préserver notre patrimoine et celui de l'Europe en général et du monde en général, c'est ce que nous avons toujours dit. Donc nous sommes très contents de voir que les fondements de cette loi et les motivations de cette loi reprennent les thèses qui, il y a encore quelques années, nous faisaient quand même paraître assez à part, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais qui se sont avérées dans la réalité tout à fait fondées, puisque maintenant, tous les parlementaires, et j'en prends à témoin M. Leroux, ont ont expliqué à l'Assemblée nationale, par exemple, que cette loi était beaucoup trop complexe et qu'il fallait la réformer, beaucoup trop complexe pour être appliquée et comprise par les usagers, et appliquée par l'administration, y compris les forces de l'ordre. Pour revenir au statut du collectionneur, je suis extrêmement soulagé que l'article 8 ait été maintenu par le Sénat, et que le gouvernement ne se soit pas opposé à son maintien, puisque, je le répète, nous sommes le seul grand pays développé à ne pas avoir de statut de collectionneur, et que ça aurait été vraiment dommage de ne pas avoir, sinon les modalités pratiques que nous définirons tous ensemble plus tard, mais en tout cas l'ouverture juridique qui est faite grâce à cet article 8. Et enfin, et ça c'est un des grands leitmotifs du comité Guillaume Tell et pas seulement de l'ANTAC, l'article 1 pose un gros problème, et ce que j'ai du mal à comprendre au titre de l'ANTAC, c'est comment le gouvernement français et le ministère de la Défense français, puisque c'est particulièrement ce ministère qui fait obstacle en quelque sorte, ou du moins qui a des avis différents du reste des intervenants, comment ce ministère de la Défense pourrait ne pas pouvoir gérer les intérêts supérieurs de la France en matière de commerce d'armes, de munitions, en matière de diffusion auprès des chasseurs, tireurs et collectionneurs, avec le maintien de la notion de calibre de guerre comme critère de classement, alors que dans tous les autres pays d'Europe, ce critère de classement par calibre que l'on dit de guerre chez nous est complètement inconnu, et que, à ma connaissance, les ministères de la Défense et les gouvernements des autres pays européens arrivent très bien quand même à gérer les affaires et les intérêts de leur pays, fussent-ils supérieurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, et je tiens encore à vous remercier pour toute cette concertation et cette réforme qui me paraît en très bonne voie. Merci de votre intervention. Merci à Jean-Jacques. Monsieur le rapporteur souhaite intervenir quelques mots avant. Après les paroles de... Non, vous voulez un global? Vous préférez un global? Une réponse globale? C'est le rapporteur qui décide. Moi, Bon, alors allez-y. Vous êtes déjà interrompu. Monsieur le Président, oui. D'abord, un grand merci au rédacteur de la proposition de loi d'avoir introduit la notion de 1900. Bon, c'est une belle avancée pour les collectionneurs, et c'est se mettre au niveau des autres pays européens. Le statut des collectionneurs, comme dit notre ami Bondou, c'est aussi se mettre au même niveau. Alors, ce statut, c'était un peu compliqué de le conserver, et nous avions demandé à ce que les collectionneurs ne détiennent pas de munitions, puisque s'ils voulaient détenir des munitions, ça serait des tireurs ou des chasseurs. Mais il reste une petite marge de collectionneurs, ce sont les collectionneurs de munitions qui ont été oubliés. Alors, il serait bien d'introduire à 2 endroits dans la proposition de loi la notion de munitions neutralisées. Après, on laissera à l'administration le soin de définir comment neutraliser ces munitions, et la notion de collection de spécimens de munitions. Alors, spécimens de munitions pour éviter que des collectionneurs détiennent des stocks de munitions qui fassent peur aux autorités. Il faut bien comprendre que la munition, tout comme l'arme, c'est un objet d'étude et de patrimoine. Donc nous souhaitons que les collectionneurs de munitions soient également reconnus dans une juste mesure, sachant que c'est un sujet délicat. Ensuite, dans ce fameux statut du collectionneur, le gouvernement ne souhaitait pas que les collectionneurs aient accès à la catégorie B. On en comprend les raisons, soit nous avons accepté ça. Mais il reste une ambiguïté qui est considérable. C'est que dans la rédaction de l'article 2, il y aura ce qu'on peut appeler une liste à l'envers, c'est-à-dire que des armes antérieures à 1900, réputées dangereuses,
peuvent être exclus de la catégorie D. Et dans ce cas-là, ces armes, si ce sont des armes de poing, elles seront en catégorie B. Si ce sont des armes d'épaule, elles seront en catégorie C. Et on se trouverait devant la situation totalement aberrante où des armes qui ont plus d'un siècle seraient classées en C ou en B et de fait seraient inaccessibles aux collectionneurs et seulement accessibles aux chasseurs et aux tireurs qui n'en voudront pas puisqu'ils ne veulent pas chasser ni tirer avec du fait que ce sont des vieux tromblons. Alors, il serait bien de trouver une astuce pour que ça ne soit pas dans l'article 8 qui permettrait, sous certaines conditions, aux collectionneurs d'acquérir des catégories B ou des catégories C. Cette astuce, ça pourrait être dans l'article 3, au 45e alinéa, on pourrait rajouter le mot collection comme un des motifs légitimes de la détention. Et puis après, le gouvernement ferait bien ce qu'il voudrait. Et puis il y a un autre oubli qui me semble important, c'est que dans l'article 8, on a prévu l'accès des collectionneurs à la catégorie C, mais on a oublié la catégorie D, enregistrable. Donc la catégorie D, enfin ce que l'administration appellera la D1, pour l'acquérir, il faudra un permis de chasser ou une licence de tir. Or, le collectionneur n'est pas prévu. Donc il faudrait rajouter ou la carte du collectionneur pour l'accès à la catégorie D1. Alors il y a aussi un autre point. Dans l'article 2, donc on parle des armes neutralisées, mais il y a un type d'armes que les collectionneurs possèdent très souvent, ce sont les épaves d'armes. Et les épaves d'armes, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un tas de ferraille qu'on a sorti de la terre et qui est devenu presque une sculpture surréaliste. Ça ressemble à une arme, mais c'est plus une arme. Ça serait bien de prévoir dans l'article 2 la notion d'épave. Et d'ailleurs, la directive, c'est tout à fait conforme à la directive qui, elle, prévoit qu'une arme à feu, la définition d'une arme à feu, c'est un engin qui tire un projectile à l'aide d'un moyen pyrotechnique. Or, une épave d'arme n'est plus susceptible de tirer un projectile puisque ça marche plus, c'est tout rouillé. Donc, il serait bien de rajouter le mot épave quelque part et l'administration saura bien définir ce qu'est une épave, quitte à ce que ça soit contrôlé par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, quitte à mettre une procédure en place, mais il faut reconnaître ces épaves. Et ces épaves, elles existent dans toutes les collections, et quand les douaniers ou la police arrivent dans une collection, voient des épaves, c'est allègrement classé en première catégorie, alors que c'est un tas de ferraille. Un autre point, il serait juste de définir dans la loi le droit à la détention des armes, c'est-à-dire qu'on reste dans le texte comme il est rédigé, à l'exception, donc on a perdu la notion de privilège heureusement, mais la détention des armes reste une exception. Or, si on introduit juste la notion du droit de détenir des armes sous certaines conditions qui sont définies par toute la loi, ça n'engage pas, mais ça fera ça changera la face des choses vis-à-vis des tribunaux. Voilà, j'en ai fini pour le moment. Je reprendrai la parole tout à l'heure à propos d'autres choses. Oui, je ne sais pas si ça s'y prêtera. Oui, allez-y, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous avons oublié quelque chose tout à l'heure concernant la conservation du patrimoine. Oui. Il serait bon pour les collectionneurs de matériel, quand on dit matériel, on entend bien avions, bateaux, tout ce qu'il y a, tout ce que vous voyez lors des commémorations. Il faudrait qu'on puisse permettre à ces collectionneurs-là de pouvoir les acquérir lors de ventes d'enchères publiques. Or, il n'y a aucune notion dans la loi, il faudrait y porter un amendement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de matériel est vendu à l'étranger ou alors est complètement détruit. Pour ne vous citer que ça, l'année dernière, il y a un char Sherman qui a été coupé en petits morceaux
à Draguignan et qui n'a pas pu être récupéré par les collectionneurs. Voilà. Oui, je vais apporter une précision. Quelle raison? Parce qu'il ne peut pas être vendu au domaine. En fait, il y a l'article L 2336-2 qui prévoit que seules les personnes fabricants d'armes peuvent acheter au domaine des matériels de guerre. Or, bien souvent, ce qui est vendu au domaine, ce n'est pas du matériel récent, c'est du matériel qui a 30, 40 ans, 50 ans. Et les collectionneurs sont exclus de la possibilité d'acquérir des matériels anciens par l'article L 2336-2 du Code de la Défense. Et nous souhaiterions effectivement qu'il soit légèrement corrigé de telle manière à permettre l'acquisition des matériels anciens, pas du matériel neuf, mais des matériels anciens par les collectionneurs, par les tireurs, par les chasseurs, toutes les personnes qui ont un intérêt légitime, si vous voulez, à détenir, acquérir et préserver ce patrimoine. Merci. Donc, dernier président qui ne s'est pas exprimé, Monsieur le Président Ouet. Oui, alors en premier lieu, je voudrais vous remercier de nous accueillir. De saluer, comme la plus grosse partie de l'Assemblée, l'énorme chemin qui a été parcouru depuis la PPL 29-29 de janvier dernier. On se félicite de tous les échanges qu'il y a pu avoir, qui étaient, on va dire, très constructifs et qui ont été faits dans un réel esprit de concertation et d'avancement. Il nous reste quelques petits points, dont un gros point. Je vais laisser la parole à Gilles Profit, qui est donc secrétaire de l'association, qui portera ça mieux que moi, étant plus technicien que moi, notamment sur l'article 1. Oui, alors, effectivement, nous avons préparé 9 amendements à la proposition de loi qui est actuellement en cours d'examen. Parmi ces amendements, le premier, en fait, concerne l'article 1. Sans vouloir donner prétexte au gouvernement à venir lui-même déposer un amendement dans ce sens, il y aurait parfaitement lieu d'éliminer le flou qui est entretenu par l'utilisation du mot dangerosité dans cet article-là. Donner la définition d'un mot comme la dangerosité, ou s'appuyer sur la dangerosité plus exactement pour discriminer les différentes catégories d'armes, sans en donner la définition précise, est source à terme de beaucoup d'imprécisions, de flou et de difficultés de mise en œuvre. Pour le reste, parmi les différents amendements que nous allons soutenir, il y a la plupart des amendements qui ont été déjà présentés ou proposés par les autres associations. Je voudrais souligner le dernier de ces amendements. En fait, il concerne l'article 35 ter. À l'article 35 ter, aujourd'hui, il est prévu que les armes de catégorie A1 qui seraient reclassées à la suite de cette loi en catégorie A1 et qui seraient détenues légalement par des tireurs essentiellement, puisque c'est logiquement des armes de première catégorie actuelles qui pourraient être reclassées en catégorie A1, que ces armes soient remises à l'État. Or, on a compris que le souhait du gouvernement, et c'est ce qui apparaissait dans les débats au Sénat, ne souhaitait pas qu'il y ait de reclassement d'armes de première catégorie actuellement détenues librement, légalement par des tireurs sportifs en catégorie A1. De ce fait, l'article 35 ter, plus ou moins le dernier alinéa de l'article 35 ter, n'a plus lieu d'être. Et la suppression de ce dernier alinéa de l'article 35 ter serait le meilleur signe donné aux tireurs, particulièrement, que le gouvernement n'a pas de volonté de refaire du reclassement d'armes de première catégorie actuellement détenues légalement dans la catégorie A1. Oui, d'un mot, je vous en prie. Juste une dernière remarque.
Concernant l'article 3, au 4e alinéa, il a été supprimé toute dérogation possible à l'interdiction totale de détention d'armes de catégorie A1 par le Sénat, ce qui n'était pas prévu par l'Assemblée nationale. J'aimerais simplement faire une remarque. Il y a des armes A1 qui sont détenues dans les musées. Bon, je ne parle pas de l'armée, de la police, des forces de l'ordre en général qui peuvent en avoir. Dans cette rédaction-là, si personne ne peut en avoir, ça veut dire que les musées qui détiennent des armes qui seraient catégorie A1 dans leur vitrine devront rendre ces armes et les détruire. Il me semble que là, il y a un problème important, ne serait-ce que parce qu'on ne mentionne ni l'armée ni les forces de l'ordre, donc à mon avis, il va falloir désarmer tout le monde, mais en plus, parce que les musées, et là je parle pour les collectionneurs, les musées, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'on va leur demander de détruire les armes qui sont dans les vitrines? C'est une question qui est assez importante. Merci. Je crois que chacun peut s'exprimer. Bruno Leroux souhaite prendre la parole. Non, juste un mot après ce tour de table, parce que c'est vrai que nous étions là pour écouter. Moi, je voudrais de la même façon dire que la table ronde qui vient d'avoir lieu montre qu'on est sur un texte utile, qui était nécessaire, voire indispensable par rapport à la législation qui existait aujourd'hui. On en a vu toutes les raisons durant la mission parlementaire, cette complexité que nous avons essayé, dans un cadre normatif européen qui nous donnait la direction de préciser, et en même temps des objectifs qui ont été assez rapidement partagés. Donc voilà, moi je voulais souligner cela parce que je trouve qu'on a un texte après un double passage dans chacune, enfin un passage dans chacune des deux assemblées, on a un texte qui est un texte d'équilibre. Je ne vois pas dans les précisions qui sont faites aujourd'hui d'éléments susceptibles de déséquilibrer le texte. Donc je pense que si l'on peut améliorer les choses, il faudrait qu'on le voit dans le débat parlementaire, à la commission et dans le débat. Mais pour autant, je pense qu'il y a des notions, le rapporteur en dira quelque chose tout à l'heure, je pense que dans l'article 1 tel qu'il est écrit aujourd'hui, on a véritablement le cœur de la loi. Je préfère, moi, la rédaction qui avait été notre rédaction initiale lors de la commission des lois. J'observe que cet élément de dangerosité figurait et dans notre rédaction initiale et dans la rédaction aujourd'hui. En tout cas, je le dis ici, c'est un élément qui me semble être utile à la loi et utile au pouvoir réglementaire derrière pour ensuite prendre un certain nombre de textes. Et donc, c'est dans ce que j'ai entendu là le seul élément sur lequel je pense qu'il pourrait y avoir rupture d'équilibre dans cet article 1 si nous si nous oublions cette dimension. Enfin, comme je pense que le texte n'était pas prévu pour cela au départ, je me demande s'il ne faudra pas une réflexion particulière, et forcément renvoyant à une nouvelle législature, sur la question des collectionneurs et notamment sur la question des matériels anciens. Je suis plus particulièrement intéressé à la question des avions, des hélicoptères, mais les chars ou toute autre chose nécessitent quand même, je pense, un regard tout à fait particulier au regard de toutes nos législations, parce qu'on a un patrimoine qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile à acquérir ou à faire vivre, et que je pense que cela devrait demander, je ne suis pas sûr, je le dis ici, parce que je ne suis pas sûr que toutes vos préoccupations puissent trouver réponse dans ce texte, mais je pense pour autant qu'elle nécessite une réaction, enfin un examen particulier de notre Assemblée dans le cadre de nos futurs travaux. Merci. Je donne la parole à notre rapporteur qui peut apporter les éléments de réponse, peut-être pas tous dès aujourd'hui, mais ceux sur lesquels il peut s'exprimer serait très bien. Merci, Président. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Bruno Leroux. Il est clair qu'il y a un certain nombre de points que nous n'arriverons pas à solutionner définitivement dans l'espace qui nous reste dans cette législature et qu'il faudra très certainement soit de façon réglementaire, soit par une petite loi par la suite, approfondir. Néanmoins, je pense que le cadre global de cette loi dont nous discutons aujourd'hui comprend très largement, prend tous les aspects très largement de la législation concernant les utilisateurs des armes à feu. Alors, je vais reprendre peut-être point par point rapidement. En ce qui concerne la commission de classement, je tiens à vous rappeler que c'est une commission qui est instituée de façon réglementaire. Elle a été instituée par un arrêté de 2000, et donc laissons-la dans le domaine réglementaire. Ne venons pas apporter un point supplémentaire dans le législatif alors que cela existe déjà. Sur le choix du 1er janvier 1946
pour les matériels de guerre, je tiens à vous rappeler que l'article 2 prévoit également la possibilité de collectionner les matériels de guerre d'un modèle postérieur à 1946. Regardez bien l'article 2, sous réserve évidemment de neutralisation. Et pour l'instant, moi j'ai bien entendu votre demande, je n'y suis pas défavorable. Simplement, nous en avons fait référence avec les représentants du ministère de la Défense qui nous ont indiqué que ça posait un problème pour un certain nombre de matériel de guerre et d'armes de guerre. Donc moi j'attends d'avoir les informations par le ministère de la Défense pour prendre une décision définitive concernant cette date de janvier 1950. Sur le quantum de 3 mois, je vous rappelle également qu'il est prévu par décret. Il est du domaine réglementaire, il n'est donc pas mentionné dans la PPL, donc il n'y aura pas de maintien de cette règle, puisque nous ne le reprenons pas. Il n'y a pas de remise en cause, il y a pas de maintien. Oui, c'est ça, oui. C'est bien inversé, il n'y a pas de maintien. Ah, j'ai dit, si, il y a maintien, bien sûr, on est à droit constant. Voilà. Excuse-moi. Donc vous êtes rassuré. Pardon, il y a bien interdiction pour les différentes infractions que vous citez dans la loi, mais sous réserve que la condamnation soit supérieure à 3 mois. Nous sommes à droit constant, nous ne touchons pas à cette réglementation. Donc les infractions qui sont condamnées à moins de 3 mois restent dans le domaine actuel. Il n'y a pas s'il y a condamnation de moins de 3 mois, il n'y aura pas d'interdiction derrière. Nous restons à droit constant. Très bien, merci. C'est clair. Sur la circulation des véhicules classés en catégorie A2 non neutralisés, il y a effectivement une modification à apporter. Nous allons réfléchir et apporter une solution. Sur la motivation des décisions, le ministère de l'Intérieur indique que cette motivation du refus d'autorisation est générale, sauf cas minoritaire. La motivation peut être rendue obligatoire par la PPL. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons la rendre obligatoire si nous obtenons un accord sur cet éventuel amendement avec le ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. Énormément. Merci. Parce que c'est un réel problème. Oui, ça c'est vrai. Cette exception au droit administratif. En ce qui concerne l'indemnisation, elle est prévue à l'article 2336.4 du Code de la Défense en cas d'incapacité, lié notamment aux problèmes de santé. L'article 2336.5 du Code de la Défense exclut l'indemnisation parce qu'il y a atteinte à la sécurité publique. Il faut donc préciser éventuellement les circonstances dans lesquelles l'indemnisation est de droit, mais très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on avance aussi rapidement sur ce dossier que sur d'autres que nous avons évoqués précédemment. Juste une mention sur l'article 2336.5. Fois, il y a saisi pour des choses très très faibles, hein, des actes vraiment très 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 mineurs. Et pour là, comme pour l'article 2336-4, il y a la possibilité de faire un copier-coller du 2336.5 sur le 2336.4 qui satisferait tout le monde. Écoutez, nous prenons note, mais nous ne sommes pas sûrs d'aller dans ce sens sur ce texte. Dans les délais en plus. Sur le classement des armes de collection, je vous rappelle que l'article 8 vise déjà les armes de catégorie C. Les collectionneurs d'armes de catégorie B apparaît plus délicat et mérite de réfléchir car ça pose un problème qui porte sur quelques cas. Et je me souviens qu'on a cité à plusieurs reprises le fameux calibre 92 ou 18. Voilà. Alors bon, pour l'instant, là aussi, je ne vous apporte pas une réponse définitive. Nous engrangeons votre demande, nous allons l'étudier et si nous pouvons faire avancer ce dossier, nous le ferons. S'il y a une impossibilité, nous resterons sur le texte actuel. Sur l'accès à la catégorie D1, notre proposition ne précise pas d'autres formalités que l'enregistrement. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser les conditions de l'enregistrement sous réserve des critères de classement, et notamment de la valeur patrimoniale. Juste une chose, l'acquisition de la catégorie D enregistrable, il faut fournir un document, c'est soit la licence de tir, soit le permis de chasse.
la carte de collectionneur, a priori, telle qu'on l'a lu, ne permettra pas l'acquisition d'un fusil de chasse ancien, par exemple, qui aurait un intérêt patrimonial, mais qui reste en catégorie D. Qui peut le plus, peut le moins, étant donné qu'une catégorie C est autorisée. C'est effectivement un point que nous avions abordé lors des auditions, avec vous d'ailleurs déjà, et pour lesquels aujourd'hui je n'ai pas de réponse à apporter parce qu'il ne semble pas que nous puissions avoir un consensus sur ce dossier. Sur les épaves d'armes, alors ces ajouts peuvent être envisagés, là je suis d'accord avec vous, là, on peut avancer sur cette affaire, sur ce dossier des épaves d'armes, et je pense qu'on va voir, on va étudier la possibilité d'une définition qui pourrait être faite par voie réglementaire, mais d'une inscription dans le texte qui renverrait à un décret. Voilà. Je pense que là, on peut avancer, on va le faire très certainement à l'occasion de la prochaine commission des lois. Alors, moi, je crois que le droit de détenir des armes, c'est plus philosophique que législatif. Ça n'apporterait pas grand-chose au texte. Je m'étais appliqué, en tant que rapporteur, lorsque j'ai rapporté le texte en première lecture à l'Assemblée nationale, vous pouvez regarder éventuellement, à indiquer qu'effectivement, voilà, effectivement, c'était un droit, que le fait d'avoir des armes, de posséder des armes était un droit, mais que ça impliquait aussi des devoirs. Mais les deux ont été dits, donc c'est à la fois un droit et en même temps ça implique des devoirs. Très honnêtement, je ne vois pas ce que ça apporterait de plus de remettre dans le texte cette notion, alors qu'elle est déjà affirmée par le rapporteur qui présente le texte. Sur la dangerosité, la dangerosité, c'est ce qui fait l'ensemble de notre texte. En fait, c'est le chapiteau, c'est la voûte de l'ensemble du texte. Tout le texte que nous avons bâti est bâti justement à partir du classement des armes en fonction de leur dangerosité. Si on enlève cette notion de l'article 1, il n'y a plus de texte. Alors, si vous me permettez une petite remarque, je comprends très bien l'utilisation du mot. Ce qui est plus étonnant, c'est la possibilité qui est offerte au pouvoir réglementaire de positionner le curseur de cette dangerosité en fonction de l'actualité. Et ceux qui ont vécu, effectivement, qui étaient propriétaires d'armes antérieurement aux années 90 et qui ont connu les restrictions successives de la réglementation qui se sont produites en 95 puis en 98 en particulier, ont bien vu que le pouvoir réglementaire, le gouvernement, pouvait être tenté de bouger le curseur dans un sens comme dans l'autre, parce qu'en 74, par exemple, le curseur a été bougé d'abord dans un sens puis dans l'autre. Et c'est cette incertitude aujourd'hui qui est ressentie comme difficilement tolérable par les gens qui détiennent des armes, qui, pour certains, les ont déclarées. Cette déclaration d'armes en 98 a conduit à des spoliations. Il y a des gens qui ont été privés de leurs armes qu'ils détenaient en parfaite légalité et à qui on a demandé de les remettre et de les restituer alors qu'ils les avaient simplement achetées, hein, et sans aucune indemnisation et sans qu'ils aient été eux-mêmes ni l'objet d'une atteinte à l'ordre public, ni fautifs de quelque façon que ce soit. Et c'est dans ce sens-là que l'amendement que nous proposons pour l'indemnisation effective des gens, des propriétaires d'armes qui seraient dépossédés d'un revers de plume par un décret, puisse être effectivement acté dans la loi pour que ce qui s'est produit en 98 ne puisse plus se reproduire. J'entends bien votre proposition, néanmoins, je dois vous dire que jusqu'à présent, le classement des armes se faisait sur les calibres. Nous avons souhaité
retirer le classement des armes en fonction du calibre. Et nous avons indiqué, et tout le monde était d'accord, pour dire que ce classement devait se faire sur la dangerosité. Je crois que si, très honnêtement, si aujourd'hui on enlève cette thématique de la dangerosité dans le classement des armes, c'est la clé de voûte du texte qui s'effondre. Il n'y a plus de texte. Alors, certes, je reconnais que vous avez des arguments intéressants, mais je pense que ça sera peut-être une phase suivante dans quelques années. Mais en ce qui concerne ce texte, je ne suis pas partisan du tout de retirer la notion de dangerosité. Merci. Thierry Coff souhaite s'exprimer. Oui, je voulais juste dire que pour répondre à l'interrogation qui est tout à fait légitime, je crois que je ne soulèverai pas le sujet de la dangerosité, c'est évident, on a déjà longuement discuté. Mais il est clair qu'à l'occasion des débats, et je vous interpelle sur le sujet, parce qu'on a déjà beaucoup négocié avec le ministère de l'Intérieur depuis quelques mois sur la partie réglementaire et sur le cadrage, je pense qu'il serait souhaitable, à l'occasion de l'intervention, de vos interventions et de celle du ministre, qu'on clarifie d'emblée le fait qu'il y a on soit clair sur le fait qu'il n'y ait pas de risque. Alors, bien sûr que le risque, il existera demain, parce que c'est le pouvoir réglementaire qui l'aura, et c'est légitime. Mais objectivement, je pense que si on a un texte voté à l'unanimité, et si on a un engagement du gouvernement qui soit très clair sur les armes, hein, les catégories d'armes, en rentrant dans le détail, on pourra peut-être lever, et je crois que le gouvernement est assez favorable à cette démarche, on pourra lever toutes les dernières ambiguïtés qui font qu'à chaque fois qu'on touche au texte, on se dit « ça y est, c'est pour nous les piquer, pas tout de suite, mais demain matin ». Je pense qu'on peut lever cette ambiguïté avec cette technique-là. Enfin, nous souhaiterons que le gouvernement s'exprime dans l'hémicycle. Juste une petite remarque par rapport à ça. Vous constaterez que sur les armes de collection, il est dit qu'elles sont en catégorie D, sauf pour celles dont la dangerosité avérée pose problème. Le mot avéré pourrait être introduit sur le principe de dangerosité, pour bien insister sur le fait que seuls ceux dont la dangerosité avérée pourraient être interdits. Bien. Autant je pense que pour les armes de collection, insister sur le fait que ce soit une dangerosité avérée, je suis d'accord. Autant pour les autres armes, je pense que dangerosité suffit. C'est pas la peine de compliquer les choses. La seule chose pour nous, c'est d'avoir des garanties. Voilà, tout. Mais vous aurez les garanties. Et par ailleurs, je voulais répondre à un dernier point concernant les collections de munitions. Alors, je suis effectivement favorable à ce qu'on introduise cette idée dans le texte à l'occasion de la commission des lois, quitte à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition de chacune des catégories de ces munitions. Très rapidement, si vous voulez, parce que nous allons devoir lever la séance, oui. Oui, monsieur le rapporteur, vous ne nous avez pas répondu concernant l'acquisition des matériels aux ventes aux enchères publiques. Remarque. Oui. Oui, j'avais essayé de revenir juste avant le rapporteur pour rappeler un peu. Effectivement, la Fédération française de tir est tout à fait favorable au fait que rien de ce qui est permis aujourd'hui soit interdit demain. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Mais au niveau de l'article 3, paragraphe 2, il est dit « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels s'il n'est pas âgé de 18 ans ». A contrario, est-ce que quelqu'un qui a plus de 18 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il faut 21 ans, pourra-t-il acquérir et détenir des armes de catégorie B? Parce que j'ai eu quand même quelques cas curieux, et notamment un où un jeune dragon parachutiste de 19 ans qui revenait d'Afghanistan s'est vu refuser une autorisation d'acquisition d'un pistolet semi-automatique. Donc on frise quand même un peu le ridicule. Je pense que cette notion de majorité qui est à 21 ans dans les textes pour les armes, c'est le seul endroit où elle se trouve, je crois, à 21 ans, soit ramenée à 18 ans. Merci. Dernière intervention, je crois, rapidement. Monsieur le Président, effectivement, je reviendrai sur la notion de dangerosité et les garanties qui pourraient être accordées. Je crois que c'est quelque chose d'assez difficile, étant donné que depuis l'arrêt Taser, je crois la latitude donnée au pouvoir réglementaire de préciser le classement dans lequel certaines armes, il veut porter certaines armes, je crois que la latitude est extrêmement grande. Je ferai une deuxième observation très rapide sur la question de la communication des motifs qui a été développée par mon confrère. Effectivement, il y a un problème. Frère, ici, monsieur, il y a des organisations auditées par l'Assemblée. Pardon ? Il n'y a pas de confrères ici. Il y a des organisations, des personnes qui représentent des associations auditées par l'Assemblée nationale. Très bien. Il y a un problème s'agissant des deux types de motifs qui peuvent être invoqués.
s'il s'agit d'un motif de nature pénale, eh bien, ce motif pourrait être connu, puisqu'il s'agit cette fois-ci de demander la copie pénale d'une procédure. Il s'agit de documents de nature judiciaire. On connaîtra le motif et on pourra défendre la personne. S'agissant maintenant de motifs de nature extra-pénale, ce motif ne pourra pas être connu. Par conséquent, il va y avoir une situation d'inégalité face à un refus d'accorder une autorisation d'acquisition et de détention d'armes. Voilà, ce sera la seule observation que je ferai. Je vous remercie. Thierry Coste, pour conclure, avant le rapporteur. C'est juste pour que le rapporteur puisse nous le confirmer. J'ai bien donc compris que sur l'article 1, nous étions relativement en phase, mais j'ai aussi bien compris que sur l'article 3, 32 et 35, vous envisagiez des amendements qui allaient dans le sens de ce que nous avons plaidé. Alors, monsieur le rapporteur, pour conclure, une vraie conclusion cette fois. Je confirme à monsieur le secrétaire général du comité Guillaume Tell qu'effectivement, j'ai bien donné ces indications-là au cours de notre débat. Je voudrais néanmoins répondre en ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, s'il indique bien que l'article L. 2336-1 indique « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus », il y a une virgule, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive, etc. etc. Donc, nous avons bien prévu le cas que vous nous exposiez. Voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, conclure peut-être cette table ronde, je voudrais d'abord vous remercier d'être venu nous rejoindre cet après-midi à l'Assemblée nationale, vous indiquer à nouveau que nous avons pris bonne note de toutes vos remarques, que nous allons, dans le maximum des cas, faire en sorte de répondre lorsque nous aurons un consensus, évidemment, avec les ministères avec lesquels nous travaillons, nous répondrons favorablement dans un maximum de cas. Mais il est bien évident aussi qu'un certain nombre de questions que vous nous avez posées, de propositions que vous nous avez faites, ne seront certainement pas toutes satisfaites, et que peut-être, comme le disait d'ailleurs notre collègue Bruno Leroux, sur un certain nombre de points très précis, faudra-t-il revenir dans quelques temps pour affiner la réglementation. À mon tour, je voudrais vous remercier. Vous dire que j'ai souhaité que formellement cette audition soit dans le cadre d'une commission des lois qui va faire l'objet d'un compte-rendu, qu'ainsi tous les points, même les plus techniques que vous avez soulignés, seront au compte-rendu. Et donc je compte sur le rapporteur pour que nous puissions, dans les délais même qui sont courts, pouvoir bien les analyser les uns les autres. Visiblement, quelques-uns des points vont pouvoir être traités rapidement, d'autres sont plus complexes. Nous allons collectivement essayer de faire le maximum du possible pour à la fois essayer d'avancer dans le sens que vous avez souhaité les uns les autres, tout en n'oubliant pas que derrière, la législature s'achève prochainement, et que l'intérêt général, c'est que ce texte puisse être voté définitivement. Donc il faut aussi que nous modifions le texte dans un sens qui puisse permettre une adoption dans la foulée par le Sénat. Donc au regard de tous ces éléments-là, merci pour les apports des uns des autres. Je crois que c'est une bonne manière de travailler ensemble que nous avons eue cet après-midi. Merci à vous, la séance est levée.